que sur la composition de cette commission, quelqu'un s'abstient, quelqu'un s'oppose? Non, donc c'est à l'unanimité. Tu veux dire un mot, Philippe, sur non, non. Sur la qualité d'espace public? Alors oui, mais ça sur les commissions extra-municipales. Tu avais dit au tout début sur les commissions municipales, tu as dit quelque chose. Voilà, j'ai dit quelque chose au départ. Donc ces deux commissions, ben, on va en fixer parce qu'on va les créer au fil de l'eau. On a déjà créé 2 commissions extra-municipales lors des précédents conseils. Donc il y a eu des commissions municipales, on en crée de nouvelles, on va créer dans les délibs suivantes une autre commission extra-municipale. Il faut les mettre en place. Ça ne sert à rien de les créer si on n'en fait rien. Donc prenons le temps de les faire fonctionner pour en créer d'autres après. Donc on en était sur le petit papier à la délib suivante, qui est la délibération portant justement création de la commission extra-municipale des jardins. Alors je fais l'intro, tu prends le relais. Solde de la participation des citoyens, les commissions extra-municipales ont pour objet d'associer les citoyennes, les citoyens et les acteurs de la commune à la vie du village et aux choix d'avenir. Porter des avis sur le long terme des politiques de la municipalité, créer une force de réflexion et de proposition dans le sens du bien commun. La présente délibération a pour objet de créer la commission suivante, la commission extra-municipale du jardin, et de déterminer les modalités de sa composition. Conformément à l'article L. 2142-3-2 du Code général des collectivités territoriales, les commissions extra-municipales exercent un rôle consultatif mais non décisionnaire auprès des diverses instances politiques de la commune. Tu prends ton micro, donc le rapporteur de cette commission, c'est Philippe Borne, je lui laisse la parole. Donc la création de cette commission extra-municipale des jardins de Loris vise à renforcer l'action de la municipalité dans le domaine de la préservation, de la valorisation et du développement des spécificités patrimoniales, paysagères, botaniques, culturelles et écologiques de chacun des jardins municipaux. La Commission veille à reconnaître et à accompagner l'identité particulière de chacun des jardins de Loris, et notamment la dimension conservatoire, culturelle et pédagogique du jardin des plantes tinctoriales. Mission et rôle, tu l'as déjà dit, puisqu'elle a un rôle exclusivement consultatif. Donc les jardins concernés sont le jardin conservatoire des plantes tinctoriales, on vient d'en parler, les jardins des terrasses du château, dont le jardin blanc, le grand jardin et le jardin du parc des loisirs. Sa composition et son fonctionnement sont conformes au règlement intérieur du conseil municipal et notamment son article 28. Elle est présidée par le maire, elle est constituée d'élus du conseil municipal qui en font la demande, ainsi que 3 autres collèges, des représentants des associations et ou des collectifs relatifs au jardin de Loris, de citoyennes et de citoyens ayant exprimé le souhait de participer à cette commission, et enfin de personnes sollicitées pour leur expertise ou pour leur engagement dans le domaine des jardins. Voilà. J'ajoute que les agents municipaux dont les fiches de poste ont trait toutes ou partie au jardin peuvent y participer, et la désignation des membres de la commission ne pourra pas excéder le temps de la mandature municipale. Voilà. Et donc, il est prévu qu'une charte, donc un règlement intérieur de la commission, soit rédigée par les membres de la commission et soumise à l'approbation du président de cette commission des jardins de Loris. Et la rédaction de cette charte sera le premier travail de cette commission. Voilà. Merci Philippe. Donc, concernant cette commission extra-municipale et sa création, dans les conditions qu'on vous a données, est-ce que quelqu'un s'abstient? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Donc la commission extra-municipale est créée, maintenant il faut la faire vivre. 6e délibération. Délibération portant approbation du règlement budgétaire et financier de la commune. Jean-Marie, je te laisse extrêmement volontiers le micro. Merci. Avant le conseil municipal qui a approuvé le budget primitif, j'avais tenu à présenter à l'ensemble des conseillers municipaux les grandes règles et les principes qui régissent la comptabilité publique. Là, nous avons aujourd'hui le règlement qui doit être voté par l'ensemble des membres. En fait,
Au 1er janvier 2023, notre commune a souhaité passer au référentiel budgétaire M57. Toutes les communes de plus de 3500 habitants ont adopté ce référentiel et doivent obligatoirement l'utiliser. Les mentions qui doivent y figurer sont définies par le Code général des collectivités territoriales. Ce règlement doit rappeler les normes qui encadrent la comptabilité publique et respecter le principe de permanence des méthodes. Les principes, je vous les rappelle, c'est l'annualité budgétaire, l'unité, l'universalité, la sincérité des comptes et l'équilibre budgétaire. Définir, décrire et diffuser les procédures comptables et budgétaires de la collectivité, notamment décrire comment fonctionne, comment se répartissent les rôles entre l'ordonnateur qui est le maire et le comptable public qui paye les factures. Créer un référentiel commun et diffuser une culture de gestion au sein des services de la collectivité. C'est justement pour ça qu'on avait tenu à faire cette formation. Fixer les règles de gestion de programmes et d'investissement. Ce règlement contribue également à sécuriser la gestion financière de la collectivité en rappelant le principe de responsabilité des gestionnaires publics issus de l'ordonnance du 23 mars 2022 qui a mis fin à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables. Actuellement, les acteurs de la chaîne financière, que ce soit l'ordonnateur ou le comptable, peuvent désormais être poursuivis personnellement des erreurs ou des manquements qu'ils pourraient commettre. Dans le cadre de cette nouvelle mandature, il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir valider le règlement budgétaire et financier qui a été joint à l'annexe 1 des documents qui vous ont été adressés. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on peut passer au vote? Si, une question. On est déjà sous ce référentiel. Pardon? La commune est déjà sous ce référentiel. Oui, oui, bien sûr, depuis le 1er janvier 2023. Merci. Donc on peut poursuivre personnellement la chaîne. Comment? On peut poursuivre personnellement maintenant les ordonnateurs. Oui, tout à fait. Voilà. Merci. Donc on passe au vote. Qui s'abstient? Ah, vous avez une question? Tu t'abstiens? Tu t'abstiens. Qui s'oppose? Donc une abstention. 7e délibération, budget prévisionnel 2026, subvention aux associations. Je vais laisser la parole à Nicolas. Oui, donc le conseil municipal a arbitré les demandes de subvention qui ont été faites par les assos, et donc Nicolas Espagnol va vous parler de ça. Alors, je vais en effet introduire tous les montants qui ont été attribués pour les différentes subventions. Je vais juste aussi rappeler à tout le monde que certaines associations à objet plus social et solidaire dépendent plus du CCAS. Et c'est la responsabilité du coup du CCAS de récolter leurs demandes, d'arbitrer, de délibérer et ensuite de leur verser. Les dossiers de demande de subvention étaient déposés en mairie par les associations en février. Depuis avril, la nouvelle équipe municipale a rencontré la grande majorité des associations demandeuses de subvention et a étudié leurs demandes. Pour notre nouvelle équipe, quel est le sens d'une subvention municipale? Par les subventions, la municipalité de Loris souhaite accompagner et soutenir les associations qui proposent une offre régulière aux habitants de Loris et prioritairement aux jeunes, à des prix bas, favorisant la participation du plus grand nombre. Elle souhaite soutenir aussi les associations qui participent à l'animation du village par l'organisation d'événements à prix très attractifs ou gratuits pour réunir le plus grand nombre et créer de la vie à Loris. Les associations jouent un rôle essentiel
Elles représentent le poumon de notre village. Elles le font vivre, elles le font rayonner dans le département, la région, voire la France. Elles éduquent nos enfants, véhiculent des valeurs et elles créent du lien entre nous tous. Notre objectif est d'amener de la clarté, de la transparence, mais surtout de l'équité et du sens autour de ce sujet des subventions municipales attribuées aux associations. Nous souhaitons opérer un changement concernant le mode d'attribution des subventions, mais en prenant soin d'expliquer bien en amont aux associations ce que nous attendons d'elles pour pouvoir être subventionnées, en leur présentant une grille précise de critères, en les accompagnant, en les conseillant et aussi en leur proposant, à partir de l'année prochaine, de venir soutenir leurs demandes lors d'un rendez-vous en mairie. Dans cette optique, dès le mois prochain, le 4 juillet exactement, nous allons convier les associations à une réunion collective pour, entre autres, leur expliquer les nouveaux critères d'attribution des subventions pour l'année 2027. En attendant, et parce que nous n'avons rien pu faire de tout cela en amont, nous allons, à quelques ajustements près, être dans la continuité de ce qui se faisait l'année dernière et les dernières années. Donc dans le détail, nous souhaitons attribuer à l'association Délivrez-vous 100 €, Marie et les oiseaux 100 €, Cap en Luberon 200 €, les randonneurs lorisiens 300 €, l'Amicale des pêcheurs 300 €, le photoclub Ombre et Lumière 300 €, la Strada 300 €, l'APE 350 €, la Muse lorisienne 400 €, le Festival du Rance Luberon 800 €, les Jardins du Château 1000 €, Fiesta Carnaval 1000 €, Loris en fête 1000 €, le Foyer rural 2100 €, le Sporting Club Luberon 2400 €, le Tennis Club Loris 3000 € et l'école de musique 14 000 €, pour un montant total de 27 650 €. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions? C'est donc le budget 2026 ? 2026, oui. Ce sont des montants qui vont être versés maintenant parce qu'il fallait délibérer maintenant pour pas que ça leur manque pour leur exercice. Donc voilà ce qui a été alloué. Donc est-ce que sur ces délits de subvention, est-ce qu'il y a des élus qui s'abstiennent, qui votent contre? Donc les subventions sont acceptées à l'unanimité. La délibération suivante, c'est la délibération validant les délégations d'attribution du conseil municipal au maire, l'article L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Une modification partielle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un précédent conseil municipal, Isabelle, ici présente, avait eu le plaisir de lire les 27 ou 28 délégations au maire, et donc on en revoit certaines. Alors pourquoi les revoit-on? On les revoit, alors par délibération en date du 16 avril 2026, le conseil municipal a délégué directement au maire toute ou partie des attributions limitativement énumérées à l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Ces délégations sont accordées au maire pour la durée de son mandat et entraînent le dessaisissement du conseil municipal qui ne peut plus exercer les compétences qu'il a confiées au maire. Néanmoins, le conseil municipal peut mettre fin ou modifier la délégation conformément aux dispositions L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir apporter les modifications suivantes à la délibération du 16 avril dernier. Donc, on prend la délégation numéro 2. L'ancienne délégation, c'était de fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas de caractère fiscal, des droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'une modulation résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. Alors, on la modifie en rajoutant à la fin, à l'exception, pour ces derniers, des tarifs relatifs aux services publics suivants, l'accueil périscolaire, la restauration et le centre de loisirs. C'est-à-dire que ces modifications de tarifs sur ces 3 points devront faire l'objet nécessairement d'un conseil municipal et ne seront plus des décisions du maire. Donc ça nous semblait infiniment plus démocratique.